le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, Sophie Wilmès, hospitalisée. L'ancienne première ministre est aux soins intensifs. Elle est traitée pour coronavirus. Précision avec Rachel Crivellaro dans un instant. Un nouveau laboratoire est en train d'être mis sur pied à Namur. Cela permettra de quasi multiplier par 10 le nombre de tests analysés. L'armée va sans doute intervenir en renfort, comme lors de la première vague. La ville de Liège veut mettre en place un hôpital de campagne. Explication avec Benjamin Verporten. Rencontre aussi dans ce journal avec le personnel hospitalier des unités Covid, des femmes et des hommes en détresse vu la charge de travail. Sophie Mergen nous livrera leur témoignage. Et puis, c'est une première, un pape favorable à l'union civile des homosexuels. François fait preuve d'ouverture. Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'ancienne première ministre Sophie Wilmès a donc été admise dans une unité de soins intensifs. Nous l'avons appris dans la matinée. Jusqu'il y a peu, elle portait la lutte contre le coronavirus en Belgique. Et pour en savoir plus, nous allons rejoindre Rachel Crivellaro devant l'hôpital bruxellois où Sophie Wilmès est soignée. Que savez-vous de son état de santé, Rachel ? Alors l'ancienne première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères a été admise dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Delta du groupe Chirec hier soir sur conseil de son médecin traitant qui a jugé son état suffisamment inquiétant pour être admise en unité de soins intensifs. Alors selon nos informations, l'ancienne première ministre serait actuellement dans un état stable, elle serait tout à fait consciente, mais son état nécessite un encadrement diffus, un encadrement complet, donc c'est une hospitalisation aux soins intensifs. Alors Sophie Wilmès a commencé à ressentir les premiers symptômes suspects jeudi dernier. Elle s'était d'ailleurs mise en quarantaine et n'avait pas participé au comité de concertation de vendredi. C'est samedi qu'elle a annoncé elle-même sur Twitter qu'elle était positive au Covid-19, une contamination qu'elle aurait plus que probablement contractée au sein de sa famille, au sein de sa cellule familiale, car dit-elle, elle a respecté toutes les règles d'usage dans l'environnement professionnel. Voit donc Sophie Wilmès, visage emblématique de la crise sanitaire du printemps dernier, qui est à son tour rattrapée par le Covid-19, à un moment où en plus tous les indicateurs, tous les chiffres de l'épidémie repartent en flèche. Quoi qu'il en soit, Sophie Wilmès a reçu déjà de nombreux messages de sympathie et de courage, notamment de la classe politique, et à l'heure actuelle, son entourage immédiat demande que l'on respecte sa vie privée. Merci pour toutes ces précisions en direct, Rachel. Pour suivre une solution pour améliorer le dépistage, et c'est important, à Namur, l'université et le CHU s'associent et mettent en place une plateforme. Entendez par là un tout nouveau laboratoire pour traiter beaucoup plus de tests et plus rapidement aussi. Benjamin Carlier nous explique comment ça marche. Les ouvriers s'affairent sur le chantier, car d'ici 3 semaines, ce laboratoire de 120 mètres carrés doit être opérationnel. Il viendra compléter celui qui se trouve déjà de l'autre côté du couloir. Le but de l'opération, c'est d'augmenter très fortement le nombre de tests analysés en 24 heures. On a commencé en mars, on était un des premiers laboratoires à développer la PCR Covid. On faisait 50, 100 tests par jour et actuellement on a 800 tests par jour du lundi au dimanche avec un délai de 24 heures de réponse de résultats. Et ici, effectivement, on va passer à 2000 en novembre-décembre et l'objectif, si nécessaire, c'est de 7000 en janvier, février, mars 2021. La clinique universitaire de Montgaudine fait partie du tout nouveau réseau de 8 centres de la plateforme fédérale de testing. Une demande des autorités fédérales pour augmenter les capacités de dépistage dans notre pays. Un nouveau laboratoire créé en quelques semaines à peine avec l'aide de l'université de Namur. En 2 mois, construire un nouveau laboratoire, recruter évidemment tout le personnel nécessaire pour ces laboratoires, mettre en place tous les nouveaux flux, des connexions informatiques avec les centres de testing, avec les laboratoires qui souhaitent travailler avec la plateforme. C'est vraiment un véritable défi, effectivement. L'université qui fournit une partie de son personnel et plusieurs de ses équipements, aujourd'hui introuvables dans de si courts délais sur le marché. Actuellement, une quinzaine de personnes s'occupent des tests Covid. Dans quelques semaines, il devrait être plus de 25 si la plateforme arrive à recruter le personnel nécessaire. Ce n'est pas facile d'engager du personnel. Maintenant, on a la chance effectivement d'avoir un bon recrutement. On a déjà entre 4 et 10 personnes qui sont en cours d'engagement. Et il est clair qu'avec les taux d'absentéisme qui se passent et les difficultés actuelles, ce n'est pas évident, mais on arrive à recruter correctement.
Le tout nouveau laboratoire ouvrira ses portes début novembre. Ses capacités augmenteront au fur et à mesure pour atteindre 7000 tests par jour début de l'année prochaine. Et de ces tests sortent les chiffres. Voici d'ailleurs les derniers publiés par Sciensano. 13 227 cas positifs enregistrés hier. Le cap des 3000 patients hospitalisés est franchi avec 421 admissions rien que ces dernières 24 heures. À ce bilan s'ajoutent aussi 50 décès. La situation est très préoccupante un peu partout, mais surtout dans le Hainaut et à Liège, province la plus touchée d'ailleurs en Wallonie aujourd'hui. Les hôpitaux doivent transférer des patients dans les établissements de Flandre. Alors face à cette situation, le bourgmestre liégeois compte se tourner vers l'armée. Nous en parlons avec vous, Benjamin Vorporten. Il est question de mettre en place un hôpital de campagne. Eh bien oui, l'idée serait d'accueillir les patients qui nécessitent des soins hospitaliers à cause du Covid, mais des soins plus légers. Cela permettrait de soulager les hôpitaux qui aujourd'hui sont saturés ici sur Liège. C'est une demande qui a été d'ailleurs effectuée par les 3 principaux hôpitaux liégeois, le CHU, le CHR et le CHC. Ils demandent tout simplement de réquisitionner un bâtiment pour placer ces patients. Et le bourgmestre a déjà clairement marqué sa préférence. Ici, l'ancienne clinique Saint-Joseph, pour lui c'est la solution. Jusqu'en mars, c'était encore un hôpital. Le problème, eh bien, c'est que le bâtiment est actuellement occupé. Il y a des travaux à l'intérieur. Fait d'Asile, en fait, devrait y accueillir dans les prochaines semaines des demandeurs d'asile. On nous dit même que des cuisines sont déjà installées dans toutes les chambres. Mais qu'importe, pour le bourgmestre, le bâtiment est réquisitionnable. Je vous propose de l'écouter. La clinique n'est pas encore occupée par Fait d'Asile. Donc Fait d'Asile a pris une initiative sans concertation avec la ville. Je ne suis pas lié par ce projet. Les bourgmestres ont un pouvoir de réquisition qui doit évidemment être motivé. Mais donc dès que j'aurai trouvé la solution, j'ai promis aux hôpitaux de mettre en œuvre tous les pouvoirs qui sont ceux du bourgmestre pour arriver à la solution. Et pour ça, le bourgmestre nous dit qu'il va contacter le ministre de l'Asile et de la Migration pour tenter de trouver une solution. Il nous dit aussi que malgré tout, d'autres sites sont à l'étude. Alors, reste un problème. Qui pour s'occuper de ces patients? On sait que les hôpitaux commencent à manquer de personnel, que le taux d'absentéisme grimpe en flèche. Et bien c'est pour ça qu'il veut mobiliser l'armée, une armée qui se dit prête à intervenir, et ce, immédiatement. Écoutez, Ludivine de Doncker, elle est la ministre de la Défense. Alors une analyse détaillée des capacités disponibles immédiatement a été réalisée et je la présenterai demain en Conseil des ministres. Alors ça concerne notre personnel médical, paramédical, mais aussi nous avons beaucoup de personnel non spécialisé qui pourrait venir en appui, en soutien logistique. Ça concerne aussi le matériel, l'équipement que nous pourrions mettre à disposition des maisons de repos, des unités de soins ou des communes qui en auraient besoin. Une interview de Benjamin Vorporten. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et nous allons justement à présent vous emmener au cœur d'un hôpital pour vous montrer que la situation est délicate réellement et le mot est faible. Sophie Mergen, vous avez passé toute une journée dans une unité Covid-19 aux urgences aussi du CHU de Charleroi et clairement vous avez ressenti de la détresse. Oui, vous savez, aux soins intensifs, le personnel soignant porte ces fameuses combinaisons blanches, combinaisons intégrales avec masque, lunettes, visière et derrière ces équipements de cosmonautes, comme on les appelle, eh bien, il n'y a rien qui filtre, rien sauf les yeux. Et je peux vous dire que rien qu'un regard suffit pour comprendre l'ampleur de cette détresse. On a rencontré une infirmière en soins intensifs, elle s'appelle Joséphine et je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, j'ai peur du lendemain, j'ai peur qu'à un moment donné, on arrive à saturation. Et qu'il va falloir faire des choix, des tris dans les patients. On ne pourra pas tous les sauver. Qui on sauve? On va sauver qui? Celui de 30 ans? Celui de 60 ans? Je ne sais pas. Vivre avec ça? Je ne sais pas. Alors ces soignants que vous avez rencontrés, Sophie, est-ce qu'ils ont l'impression que c'est pire que lors de la première vague? Oui, tout à fait. Et ce qui inquiète, en fait, c'est la vitesse à laquelle augmente le nombre d'hospitalisations. Imaginez-vous, au CHU de Charleroi, le nombre de patients a décuplé en une vingtaine de jours. On atteint maintenant plus de 120 hospitalisations, 17 patients aux soins intensifs. Donc dans cet hôpital-là, on a vraiment dépassé le pic de la première vague. Et derrière ces chiffres, eh bien, évidemment, il y a des visages, il y a des patients. On en a rencontré un. Il s'appelle Mathieu, il a 55 ans. Il a passé plusieurs jours en réanimation et je peux vous dire qu'il n'en ressort pas indemne. Vous avez l'impression d'être un miraculé? Ouais.
Ouais. Ouais, j'ai bien l'impression. Et j'avais vraiment peur. C'est vraiment une sacrée saloperie cette maladie. Je ne l'ai pas pris au sérieux non plus. Hein. Et maintenant je sais que je vais le prendre très très au sérieux. Voilà des témoignages très forts, Sophie, et nous découvrirons ce soir votre reportage complet dans le 19h30. Merci beaucoup. La charge émotionnelle, elle est très forte, nous le voyons pour le personnel soignant, et les semaines à venir s'annoncent difficiles. Ils sont d'ailleurs encadrés par des psychologues, dont Pauline Chauvier. Vous faites partie d'un groupe d'experts Corona désigné par le fédéral. Alors vous rencontrez ce personnel soignant, il témoigne. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Bonjour. Ce qui les inquiète très fort, c'est la durée de l'effort. On a pu le voir aussi dans le reportage. Quand est-ce que ça va se terminer? Et puis alors, c'est du personnel qui est très insécurisé parce qu'il est mis à l'épreuve de devoir constamment s'adapter. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnel soignant qui doit changer sa manière de travailler, sortir de ses habitudes pour se mettre à développer de nouvelles compétences pour soigner les patients qui souffrent de Covid. Et là, ils ont peur de ne pas y arriver ou de ne pas tenir le coup. Alors vous, en tant que psychologue, qu'accompagnant, quels outils vous avez pour les aider ? Alors l'outil principal, c'est l'écoute. C'est pouvoir vraiment inviter à se poser. Un personnel soignant, c'est quelqu'un qui est tout le temps tourné vers les autres. Et donc c'est important de l'inviter aussi à se tourner vers lui-même, à faire le point sur ses besoins, son vécu, ses émotions, de pouvoir aussi identifier là où ils ont besoin d'être rassurés. Je pense que les écouter, c'est pouvoir voir là où on peut les rassurer, parfois juste par des aspects techniques et puis aussi par de l'entraide. Le travail d'équipe est très très important. Ce sont des équipes qui ont parfois été éclatées pour aller donner des coups de main dans d'autres services et il y a certaines équipes qui ont besoin vraiment de rester ensemble pour faire face. Alors Pauline Chauvier, est-ce que vous ressentez aussi chez eux une sorte de démotivation quand on voit que parfois certains citoyens ne respectent pas ou plus assez les gestes barrières ? Alors je pense que parmi les soignants, il y a aussi parfois cette démotivation, ce ras-le-bol, le fait de se dire on n'en peut plus, on a besoin d'autre chose. Donc je pense qu'ils partagent une partie de cette démotivation parfois. C'est vrai qu'ils ne font que demander qu'on ne les surcharge pas plus. Je pense aussi que ce qui est difficile, c'est parfois le déni un peu de la population par rapport à ce qui se passe réellement dans les hôpitaux. Évidemment, les soignants sont en contact avec les personnes qui sont les plus malades, mais c'est une réalité, c'est leur réalité et si on la nie, alors c'est très difficile de continuer à tenir dans cette condition-là. Merci Pauline Chauvier pour votre témoignage, votre point de vue de psychologue. Et pour mettre justement un peu de baume au cœur, des initiatives voient le jour, ça et là, comme un Zen Truck. Dans son camion, un massothérapeute propose ses services aux soignants. Reportage de Thomas Deschamps à Charleroi. Les massages ont ceci de particulier qu'ils détendent à la fois le corps et l'esprit. Un moment de déconnexion bienvenu pour tout le monde, mais peut-être encore plus utile lorsque, comme cet aide-soignant, on s'apprête à revêtir à nouveau sa blouse blanche pour la journée. C'est encore un peu un terrain inconnu aussi, bien qu'il y ait eu une première vague. Mais oui, bien sûr, maintenant au niveau de l'organisation, voilà, comme il y a une première vague, on sait déjà maintenant à quoi s'en tenir. L'hôpital fait ce qu'il faut. Mais oui, bien sûr, il y a toujours une petite tension qui règne par rapport à ça, un peu la peur et la crainte aussi de comment ça va se passer, quoi. Ce genre d'initiative, ça peut aider ? Quand même, oui, surtout à détendre et à prendre de l'énergie. Donc oui, bien sûr, ouais. Parce que là, vous repartez au front, on peut dire ça comme ça. Dans 1h30, j'apprends à travailler et je me sens bien et en pleine forme et prêt à l'attaque. Repartir au front en pleine seconde vague Covid, voilà qui n'est pas toujours évident, même pour des professionnels aguerris. Programmées avant la crise, ces séances bien-être ont donc été maintenues pour venir en aide au personnel soignant. C'était déjà important avant le Covid, mais ça l'est d'autant plus maintenant puisque le personnel est très fatigué, épuisé, et donc ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et savoir que voilà, on est attentif à leur bien-être. On peut savoir que le personnel soignant est très touché par le burn-out, par l'épuisement professionnel, et donc effectivement c'est très important pour nous au Grand Hôpital de Charleroi de prendre soin de notre personnel aussi dans cet aspect. Ancien cadre commercial, lui aussi passé par le burn-out, ce massothérapeute avait à cœur de soutenir les soignants à sa manière. C'est vrai que c'est encore plus dur pour eux actuellement, mais voilà, ce sont des personnes qui ont besoin d'être soutenues, qui ont du stress et qui ont justement besoin d'une énergie positive à dégager vers leurs patients.
Et le travail ne manque pas. 4 autres sites hospitaliers vont bientôt bénéficier de ces talents. Et pour nous, citoyens, la crise sanitaire n'est pas facile à vivre non plus. Certaines professions sont plus touchées que d'autres. Prenons les commerçants, très inquiets, surtout à la veille de ce nouveau comité de concertation. Ils se demandent quelles seront les décisions pour leur secteur. Martin Biltereil s'est allé à leur rencontre. Ça, c'est juste au cas où. Un principe de précaution, au cas où certains se ruent, faire des provisions. Dans ce supermarché bio, on renforce les stocks des produits stars, ceux de première nécessité, les pâtes et le riz. Notre stratégie pour l'instant, c'était simplement augmenter un petit peu nos stocks, je dirais de 10, 15, 20% grand maximum, pour être sûr de avoir les quantités au cas où un scénario plus ou moins similaire se reproduirait. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça, on ne part pas non plus dans une psychose ou quoi que ce soit. Ici, ce manager travaille avec des fournisseurs, mais aussi directement avec des producteurs. Et il faudrait à nouveau suivre une demande fluctuante. Pour le coup, on avait vraiment vu une augmentation de 300-400% facile au niveau de la farine. Et on a aujourd'hui encore certains restes de stock où on avait vraiment surcommandé. Donc on a eu une rupture, on a eu une énorme consommation et après c'est complètement retombé. Autre inquiétude, le personnel. Que faire si beaucoup d'employés sont en quarantaine, voire malades? Place à l'embauche et à la flexibilité. Ici, on y travaille. Car une chose est sûre, ce magasin, considéré comme essentiel, ne fermera pas ses portes. Sans aller jusqu'à un confinement, d'autres mesures plus restrictives inquiètent les commerçants non alimentaires. Imaginez le shopping à nouveau limité à 30 minutes et une seule personne à la fois. Direction Charleroi, en 35 ans de métier, Patricia, pour la première fois, réduit ses stocks de vêtements. Cela nous a amené en fait à faire nettement moins de réassorts qu'une année normale. On s'est dit, le stock est là, on dispose de ce stock et on ne va pas accumuler encore d'autres pièces. Et puis, place à la vente en ligne, développée, renforcée. Mais nulle part, elle ne rattrape les pertes d'une fermeture physique. Prenez cette enseigne de magasin de jouets. Ici, on n'y va pas par 4 chemins. À quelques semaines de la Saint-Nicolas et Noël, ce serait une catastrophe. Si on prend l'exemple du dernier confinement, je vais appeler ça comme ça, nous avons fait 10% du chiffre d'affaires prévu en vente et en livraison à domicile, ce qui est un très bon chiffre en fait pour notre secteur d'activité en termes de vente sur Internet, mais évidemment que ça ne couvre pas les 90 autres % de ce qui aurait été vendu en magasin. Novembre et décembre représentent 50% du chiffre d'affaires d'une année. Nul doute qu'un nouveau tour de vis aurait de graves conséquences économiques. Et puis il sera aussi question d'enseignement tout à l'heure dans l'émission Jeudi en prime. L'invitée sera Caroline Désir, la ministre de l'Éducation. Bonjour à tous. Certains hôpitaux commencent à être débordés en raison du nombre de patients atteints par le coronavirus. À Liège, par exemple, c'est la saturation. Des patients d'hôpitaux liégeois ont été transférés vers des hôpitaux du Brabant flamand et du Limbourg. Face à cette situation dans les hôpitaux, l'armée pourrait venir en aide. Elle dispose en effet de moyens humains et matériels. La Défense se dit prête à répondre aux demandes, par exemple dans les Haumes pour le transport de malades, l'installation d'hôpitaux provisoires également. Une note est prête. La Défense a dressé la liste de toutes ces possibilités. La question sera discutée demain au Conseil des ministres. Plus globalement, demain, il sera question de la situation de l'épidémie dans notre pays. De nouvelles mesures devraient être annoncées, peut-être un reconfinement partiel. Il s'agira de toute façon de fixer de nouveaux protocoles sanitaires dans toute une série de secteurs, les sports, l'événementiel, la jeunesse ou encore la culture. Il faut dire que les chiffres de l'épidémie ce matin encore ne sont pas bons. La situation continue à se dégrader. Plus de 13 000 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est un record, 50 décès du jamais vu depuis la mi-mai et près de 3300 patients Covid hospitalisés, dont plus de 500 qui se trouvent aux soins intensifs. La crise du Covid-19 qui plombe les finances belges, ce n'est pas une surprise, mais ça se confirme. Pour la première fois, l'endettement de l'État belge dépasse le cap des 500 milliards. 524 milliards, cela correspond à 115% du produit intérieur brut. Ce sont les richesses produites en Belgique. Ces chiffres sont révélés par la
Banque nationale est publié ce matin dans le journal L'Écho. La Belgique qui n'est pas obligée de rapatrier des enfants de combattants belges partis en Syrie pour le groupe terroriste État islamique. Elle ne doit pas non plus payer d'astreinte. Voilà la décision de la Cour d'appel selon la presse flamande. En première instance, souvenez-vous, l'État belge avait été condamné à rapatrier 10 enfants, sans quoi l'État devait payer 5 000 € par jour de retard. Un mot de sport en football, la reprise de l'Europa League. Ce soir à 18h55, le Standard reçoit les Glasgow Rangers. La Gantoise jouera au Slovan Liberec en Tchéquie. L'Antwerp sera au Ludogorets en Bulgarie. Et puis en tennis de beach, aujourd'hui sur les cours du tournoi d'Anvers, David Goffin affronte ce soir l'Américain Marcos Giron. Un peu plus tôt, Zizou Bergs affrontera le Russe Karen Khachanov. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.